Alors, on a eu avec une bande d'amis alors comme tout le monde, on est tombé dans le vibe coding, tout ça, l'IA, on s'est dit que, pour comprendre un peu mieux ce qui se passait dans notre univers informationnel, il serait, malin, d'analyser tout ça, de façon à comprendre comment se confrontent, les idées à travers différents médias. On avait beaucoup d'itérations, et à un moment, on est tombé assez rapidement, en fait, sur, la problématique qui consistait à, classer les médias dans un camp politique. Gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite et très rapidement, on s'est heurté à d'abord à, des visions différentes au sein de l'équipe et puis, une vision très caricaturale des choses. Le positionnement gauche, extrême gauche, en France, c'est essentiellement fait pour stigmatiser un camp. C'est pas fait pour comprendre ce qui se passe. Donc on s'est plongé dans, la façon dont on pouvait scientifiquement aborder tout ça et il se trouve qu'en sciences politiques, moi j'ai passé vraiment 10 ans de ma vie à Sciences Po, en sciences politiques, on peut aborder ça de façon rationnelle et froide, et on a des méthodologies qui permettent de comprendre, quel est le positionnement d'un corpus. C'est des méthodologies qui ont été inventées, alors pour la petite histoire, en 2006, à l'université d'Amsterdam et puis qui très rapidement se sont généralisées dans tous les laboratoires de sciences politiques, européens, et qui consistent non pas à positionner avec une méthodologie scientifique quelque chose à droite ou à gauche, mais à, complexifier en fait le positionnement et on peut le complexifier, d'une façon assez simple, qui est de séparer l'économie des valeurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers un questionnaire à réponse fermée, où on va interroger, n'importe quel corpus de texte sur un peu vraiment toute une série de questions à réponse fermée qui vont nous permettre d'étalonner, sur, différents axes. Le premier axe, c'est l'économique, gauche-droite, hein, classique. Grosso modo, interventionnisme d'État pour ce qui est de la gauche et libre marché pour ce qui est de la droite et puis tout un étalonnage hein, qui va, vraiment de la gauche à la droite. Et puis de l'autre côté, sur l'axe des ordonnées, les valeurs, où on va trouver, en ordonnée d'un côté, tout ce qui est, écologie, liberté individuelle, droit des minorités et puis de l'autre côté, à l'opposé, l'autorité de l'État, les traditions, la nation et en faisant passer n'importe quel corpus, dans ce filtre-là, on arrive à le positionner sur un quadrant en 2 dimensions. Je prends un article sorti des Échos et je vais le passer au crible d'une vingtaine de questions qui vont porter sur le droit des minorités, les retraites, les impôts, l'immigration. Alors sur la plupart des questions, la réponse va être, «Ce texte ne parle pas du tout d'immigration, ça n'a rien à voir, donc toi, c'est neutre». Mais si tu prends une vingtaine, une trentaine de questions, il y a certaines de tes questions qui vont être pertinentes pour le texte et qui vont te permettre de positionner ce texte comme étant, bah, pour les Échos, typiquement libéral et légèrement conservateur. Pas sur tous les articles, hein, ça va varier. Tu vas avoir tout un tas d'articles qui vont, si tu les agrèges, te donner le positionnement politique des Échos, te donner le positionnement politique du Figaro, te donner le positionnement politique de Mediapart, mais pas sur un axe droite-gauche avec extrême droite, extrême gauche, sur un axe qui est l'économique d'un côté, les valeurs en ordonnée. Et donc c'est un espace sur lequel tu positionnes. On n'est pas du tout, il y a plus d'extrêmes, c'est juste des cadrans, et tu vas pouvoir positionner aussi bien les médias qu'un article ou que la production d'un journaliste. À partir de là, on a construit le moteur pour faire ça sur la presse écrite. Là, à l'heure qu'il est, on a un moteur qui marche en version bêta sur 8 ou 9 médias, qui sont des gros médias du type Le Monde, Mediapart, BFM, CNews, des trucs comme ça, et qui nous sert essentiellement à étalonner le moteur. Le moteur est vraiment construit sur des bases scientifiques et académiques, hein. On n'a rien inventé du tout. On a vraiment industrialisé des trucs qui se pratiquent dans tous les laboratoires de sciences politiques d'Europe, typiquement à la veille des élections, où Légus rassemble tous les doctorants et puis passe au crible d'un questionnaire à questions fermées des tonnes de corpus issus des programmes politiques. Et c'est très pénible parce que c'est vraiment des dizaines de doctorants qui vont passer des jours et des jours et des jours à éplucher un programme et dire OK, bon, tel programme, il est indexé à 0,75 sur l'axe des abscisses et à 0,50 sur l'axe des ordonnées parce qu'il y a tel morceau de texte qui me permet d'affirmer qu'il est pour les retraites. Il y a tel autre morceau de texte qui me permet d'affirmer qu'il est pour tel ou tel truc et ça va me permettre de l'indexer. Le problème, c'est que c'est très, très, très consommateur en ressources humaines, mais dans les laboratoires de sciences politiques, c'est les doctorants et c'est gratuit, donc c'est pas un souci. C'est juste que c'est impensable de faire ça en temps réel sur tout et n'importe quoi. Mais avec l'intelligence artificielle agentique, il y a pas de problème. Enfin, il y a problème, c'est pas simple, mais c'est faisable avec de l'intelligence artificielle agentique. Surtout si on fait tourner ses propres IA sur ses propres serveurs et qu'on peut paramétrer l'IA de façon typiquement, alors pour ceux qui comprennent un peu l'IA, pour
régler la température à 0 de façon à ce qu'elle soit absolument pas créative et qu'elle ne fasse quasiment aucune hallucination. Et comme l'IA, on est un peu dans des questions affirmées, c'est un peu comme ces IA quand tu lui demandes de répondre par oui ou par non, mais pas par autre chose. C'est un peu cette logique-là. Mmh. Tu réduis à 0 sa créativité, tu l'obliges à prendre ses sources, dans l'article que tu lui donnes à analyser, pas ailleurs, et dans ces conditions-là, tu obtiens systématiquement le même résultat. Il y a plus de problème d'hallucination et donc on a construit une technologie qui, dans un premier temps, récupère un texte qui est, dans un premier temps, un article de presse, l'indexe sur, 2 axes, valeurs et économiques, de façon à le positionner politiquement et ensuite récupère tout un tas de métadonnées, l'auteur, le média dans lequel c'est publié, la date de publication, et cetera, et cetera. Fait aussi des projections vectorielles sémantiques de façon à pouvoir le rapprocher d'autres articles qui parlent de la même chose. Et à partir de là, file la data à de l'algorithmie à la papa, hein, déterministe, et des maths qui sont issus des sciences de l'information pour l'essentiel, aussi des sciences économiques, tiens, ça va vous amuser. On utilise des trucs qui sont vraiment mais connus comme le houblon dans les sciences de l'information, comme typiquement l'entropie de Shannon, qui, à partir de là, permettent de comprendre ce qui se passe dans le monde des idées et la façon dont ça se confronte. Ou l'indice Achashi, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est ce qu'utilisent des économistes pour déterminer des situations de monopole dans des marchés. Là encore, c'est utilisé depuis la nuit des temps, peut-être pas, mais depuis des décennies en économie, et ça sert aux économistes à repérer quand une situation devient monopolistique dans un marché. Là, on l'utilise en sciences de l'information pour voir le moment où une information, un sujet d'actualité, va prendre une place disproportionnée dans le flux d'actualité que déversent les médias dans le monde au jour le jour. Typiquement, en ce moment, ça serait l'affaire Liana. On ne parle que de ça, on peut tous le voir. Nous, on peut le mesurer scientifiquement, mais vraiment scientifiquement à la décimale près. On peut aussi identifier des phénomènes, typiquement, alors on utilise la métaphore de la météo, parce que ça nous permet d'imager tout un tas de choses. D'ailleurs, le service s'appelle Média Météo, média avec un Média météo. et très concrètement, ça nous permet, par exemple, d'identifier qu'on a 2 camps idéologiques qui parlent d'un même sujet, mais qui essayent chacun d'imposer leur narratif. Alors, on arrive parfaitement, mathématiquement, à identifier que 2 camps qui sont positionnés de façon différente, avec leurs médias, donc chacun des camps, sur un même sujet, ont des narratifs radicalement différents. On ne comprend pas le narratif, hein, c'est des maths, hein, juste des maths. Mais malgré tout, on arrive à remonter Donc l'information que sur ce sujet-là, il y a 2 narratifs qui se font front, ou que sur ce sujet-là, il y a un camp qui parle d'un sujet et l'autre qui l'ignore parfaitement. Ou encore qu'un sujet prend une place disproportionnée. Alors typiquement, quand il y a 2 narratifs qui s'affrontent, on appelle ça l'orage. Quand il y a un camp qui parle d'un sujet et l'autre qui l'ignore, on appelle ça le brouillard. Quand il y a un sujet qui inonde complètement l'actualité, comme l'affaire de pédophilie du moment, on appelle ça les averses. Et quand, par contre, et ça arrive, il y a un sujet qui fait l'unanimité dans le traitement, on appelle ça le beau temps. C'est une métaphore qui permet de traduire des mathématiques un peu compliquées, mais ça permet vraiment de suivre au jour le jour la confrontation des idées. Et à partir de là, on construit un agrégateur d'informations, un peu comme Google News, mais qui lui est beaucoup plus scientifique, au sens où la façon dont on classe l'information, c'est l'orage, l'averse, le brouillard, et les regroupements d'informations se font évidemment par sujet, hein, c'est un agrégateur, mais essentiellement par typologie d'affrontement idéologique à travers les différents médias. Donc, dans un premier temps, on peut attaquer la presse écrite, et dans un second temps, on rajoutera encore des moteurs d'analyse parce que typiquement, avant d'attaquer la radio, la télé ou les podcasts, il faut prendre en compte une autre dimension qu'en sciences de l'information, on appelle le STA, espace, temps et attitude. Grosso modo, ça consiste à analyser, toujours avec des moteurs sémantiques, le discours qu'on tient dans un podcast ou une émission de radio. Est-ce qu'on est dans un rapport de nostalgie au passé? Est-ce qu'on est le nez dans le guidon dans le présent? Ou est-ce qu'on est dans une projection dans le futur? Est-ce qu'on est dans un espace très localisé, le terroir? Ou est-ce qu'on est dans une projection d'un espace supranational, l'Europe, le monde? Et tout ça va nous permettre aussi d'affiner ce positionnement dans du discours parlé. Et grâce à ce deuxième, on ne l'a pas implémenté encore celui-là. Grâce à ce deuxième filtre, on va pouvoir positionner tous les médias audiovisuels, radio, télé, et puis à terme les podcasts. Et donc du coup, avoir un mapping complet de tout l'ensemble de l'écosystème médiatique, du moindre podcast politique jusqu'à TF1 en passant par Le Monde et Libération, et voir comment toutes ces idées se confrontent, comment il y a des guerres de narratifs qui ont lieu. Et on va proposer alors un portail qui permettra, sous la forme d'un agrégateur d'informations, de voir là où il y a de l'orage en ce moment, un
plugin qui s'ajoutera à votre navigateur et qui va vous permettre d'avoir un peu à la façon du temps d'écran sur l'iPhone, à la fin de la semaine, un petit récap de ta consommation d'informations en disant, typiquement, ta consommation d'informations, en matière d'économie, elle était très orageuse cette semaine, mais par contre, en matière culturelle, Ouais. c'était le beau temps. Et puis Il faut pas que tu mettes ça sur mon navigateur, Fabrice, ça va allumer des lumières rouges partout, ça va appeler les non, 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 autorités, hein. non, non, on fera les choses sérieusement, ça appellera pas les autorités et de toute façon, nous-mêmes, on sera Je pas au je courant de ce qui se plaisante. passera sur ton navigateur parce qu'on est quand même issus d'une culture où on rigole pas du tout avec la vie privée. Et puis Je enfin, plaisantais, ouais, mais comme tout ça est quand même toutes ces méthodologies-là, on les a prises au monde, académique, hein. On n'a absolument rien inventé. On a, industrialisé et permis de monter en charge des méthodologies académiques qui sont déjà établies depuis 20 ans. On va évidemment proposer une API, open, destinée au monde académique, ainsi qu'aux gens qui financeront un peu cette aventure, parce qu'on va faire un crowdfunding, et qui permettront, typiquement aux laboratoires de sciences politiques alors d'aller piquer dans l'API et de faire tout un tas d'analyses sur tout un tas de choses, dont on n'a pas idée aujourd'hui, mais c'est vraiment l'idée, c'est faire de la science ouverte. On a passé 4 mois à construire le moteur, il est fine-tuné, l'interface est pas encore au point. Il y a encore du travail sur l'interface, mais le moteur est vraiment au point. D'ici une semaine, 10 jours, on va passer à une campagne de crowdfunding de façon à financer l'indexation de la totalité de la presse, ensuite l'indexation de la radio, de la télévision et des podcasts. d'ailleurs, peut-être un jour qu'on fera la revue d'actu avec GG, en la passant au crible sur Eh ben, Média sur figure-toi, Média ça va Météo. me permettre de dérouler ma pub. Donc on a longtemps réfléchi à une campagne de crowdfunding. Une campagne de crowdfunding, tu files des choses en échange de. On en est arrivé de fil en aiguille à faire porter tout ça par une association qui est, loi 1901, non-profit et qui est un organisme de recherche indépendant. Ce qui, d'un point de vue législatif, est compliqué, hein, très compliqué parce qu'on vraiment la législation européenne, mais que très clairement, on est totalement dans les clous d'un organisme de recherche indépendant, parfaitement dans les règles du DSA, de l'AI Act, du RGPD, tout ça. On les respecte à 100 et c'est même intégré dans le code. Donc on est effectivement un truc qui est dédié au bien commun. Le code, tu t'en doutes, vu mon passif d'activiste, c'est un logiciel libre, c'est une licence AGPL 3. Et c'est porté par une société qui est par une association qui est non-profit, avec de l'open data. Donc on est totalement dans la définition d'un service public, mais totalement dans la définition d'un service public. On va filer nos datas au monde scientifique, mais pour les gens qui vont contribuer au crowdfunding, selon les paliers de contribution, on a prévu un palier de contribution qui est destiné typiquement aux créateurs de contenu et aux enseignants, où vous aurez accès à un chatbot qui sera connecté aux datas et qui permettra typiquement de dire voilà, quels sont les sujets que je pourrais trouver pour mon podcast. C'est quoi les sujets qui ont été complètement blacklistés par un camp politique cette semaine, ou pour un prof qui veut faire de l'éducation aux médias, qui va pouvoir trouver son plan de cours et ses idées pour son cours en fonction de l'actualité du moment. Donc on a prévu ce truc-là, ça fait partie si mes souvenirs sont bons, c'est un palier à 75 €. Et à partir de ce palier-là, tu auras accès à ce chatbot. Mais dès les premiers paliers, tu auras accès à un autre chatbot qui te permet de faire un audit du projet. Alors, grosso modo, c'est un truc qui est plugué sur le répertoire GitHub. C'est pas sur GitHub, mais c'est l'équivalent d'un répertoire GitHub, et qui te permet d'interroger aussi bien l'état du projet, ses états d'avancement, que d'auditer les datas pour, si tu veux auditer les datas, tout est auditable. Tout est open Et source? tout est open source. Tout est logiciel libre. C'est plus vicieux que l'open source. C'est beaucoup plus solide que l'open source, le logiciel libre. C'est beaucoup plus sérieux. C'est le max. Le logiciel libre, c'est un projet politique, c'est un bien commun. Donc, tu construis un bien commun, c'est pas une propriété privée. Alors que l'open source, ça peut rester une propriété privée juste à accès au Mmh. code. Là, c'est vraiment un bien commun. C'est plus une propriété qui appartient à une entreprise ou à un individu, c'est vraiment un bien commun. Et par ailleurs, on a prévu une gouvernance ouverte. C'est-à-dire que si tu participes au crowdfunding, tu auras un droit de vote typiquement pour décider des prochains médias indexés, parce qu'on en a il y a du boulot. Avant d'indexer tous les médias français, il y a vraiment du boulot. Donc il va falloir les intégrer par groupe, et on va permettre à notre communauté de voter pour c'est quoi les prochains médias qu'on intègre à l'indexation. Il faut bien comprendre que c'est un truc qui est ciselé d'un point de vue juridique. Il y a un white paper qui fait 30 pages, rien que pour expliquer la façon dont la législation européenne est intégrée dans le code, les statuts de l'association qui portent ça. Un statut d'association, habituellement, ça fait 1 ou 2 pages. Ils font de mémoire 15 pages. Ils sont d'une complexité, j'ai jamais vu ça. Le règlement intérieur doit faire 20 pages. Tout ça pour assurer un collège scientifique, la gouvernance du collège scientifique, la primauté du collège scientifique dans les décisions scientifiques. Et tout ça qui est contraint par la législation européenne, hein. L'idée, c'est d'être à 110% dans les clous de la législation européenne, de façon à être vraiment un organisme
de recherche, en plus, comme, comme un laboratoire d'une fac, d'une fac de sciences, mais indépendant, pour faire en sorte que tout soit totalement calé dans l'optique d'en faire un bien public, quelque chose qui ne peut pas tomber dans les mains du privé et quelque chose qui soit un bien commun pour tout le monde et quelque chose qui apporte de la transparence sur ce qu'on appelle le pluralisme dans les médias.